Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon, émission que j'ai le plaisir de partager de nouveau avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. En ce début du mois de décembre, c'est la période toute trouvée pour poursuivre et aussi clôturer notre Zoom, notre point podcast sur les saisons qu'on détaille davantage. Et ces saisons ainsi abordées vont vous permettre aussi de mieux préparer votre séjour et c'est pour ça qu'on prend le temps d'y dédier un podcast en entier. On aborde ensemble la dernière grande saison de l'année qui est l'hiver, Marjorie. Oui, c'est ça. Dernière grande saison donc de fin d'année avec le froid qui arrive. Et oui, parce que c'est une période de fête familiale, ça on va y revenir. Et par exemple, avec les premières visites au sanctuaire de l'année, c'est une période aussi plus calme, on en reparlera pour la partie dédiée vraiment au tourisme. C'est aussi, Marjorie, une période connue pour son image d'Épinal grâce à la neige japonaise. Et les prémices du printemps font aussi partie de la saison de l'hiver, donc on abordera tout ça pour ce podcast. Premier point vocabulaire peut-être avant de commencer, Rito qui signifie le début de l'hiver, donc c'est généralement le 7 novembre pour l'ancien calendrier lunisolaire du Japon. Oui, exactement Marjorie. Et Fuyu qui désigne la saison de l'hiver, elle plutôt fin décembre avec le solstice d'hiver, Toji en japonais. Oui, voilà, on vous a donné le petit vocabulaire un peu traditionnel. Donc Fuyu, c'est le mot que vous retrouverez communément quand on parle de l'hiver au Japon. Et l'hiver japonais, c'est aussi plein de symboles et des représentations que sans doute vous connaissez déjà ou des images d'Épinal que vous avez en tête, avec notamment le paysage de montagne enneigée qui est joliment retraduit par les estampes japonaises d'Okusai par exemple. Oui, on a tous ces images en tête de deux grandes couleurs en fait qui composent les tableaux, donc le blanc de la neige et le ciel bleu, puisqu'on est sur une période, on le redira, mais assez dégagée et sèche. Donc on a vraiment des belles journées ensoleillées avec un ciel très bleu et ça, c'est très agréable à ce moment-là. Il y a moins de pluie en hiver, ça va être un côté positif. Oui, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise qu'en hiver il fait que froid, non, il y a plein de choses à faire. Donc là on va parler dans l'introduction de symboles et de dates, mais après on va revenir évidemment en prenant plus le temps sur certains de ces aspects. Autre chose sur les symboles de cette période-là en hiver, l'architecture traditionnelle japonaise aussi, qui est sous la neige est magnifique. Si vous faites des villages par exemple à toit de chaume, vous allez pouvoir retrouver vraiment ce que vous voyez sur les estampes japonaises dont on parlait juste avant. Oui, même chose pour les jardins japonais. Quand ils sont recouverts de neige, ils sont magnifiques également et c'est vraiment des paysages qui sont furtifs, qu'on n'a pas forcément chaque année. Et c'est vrai que si un jour vous avez l'occasion de les voir, c'est vraiment magnifique. Autre symbole, ce sera les festivals de neige qui parsèment un peu le nord du Japon surtout avec les Yuki Matsuri en japonais et les sources chaudes, puisque c'est sans doute une des plus belles et des meilleures saisons pour profiter à fond des chaleurs naturelles issues des volcans du Japon. Et ça va vous assurer un programme de détente et de contemplation et vous pourrez imiter les singes, à moins que ce soit peut-être les singes qui vous imitent quand vous prenez votre onsen dehors. C'est ça, oui, tout le monde sera dans l'eau chaude. Et peut-être autre symbole bien plus insolite, la couverture chauffante Kotatsu qui, Marjorie, peut-être tu peux la décrire, est une image du Japon que l'on aime bien aussi, surtout quand on y est. Oui, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les animés ou dans les mangas, puisque c'est un peu plus moderne que les onsen et les montagnes enneigées. C'est une sorte de gros plaid qui en fait est chauffé et elle est déployée autour des tables basses traditionnelles dans les maisons où on est donc sur un sol en tatami. Et on va s'y mettre dessous et en fait ça réchauffe les pieds et les jambes. Et en général, comme les maisons traditionnelles japonaises ne sont pas très bien isolées, il fait froid à l'intérieur, enfin le vent passe. Et c'est vrai qu'avec cette couverture chauffante, on est bien au chaud sous la table et on a tendance à y rester des heures et à pas pouvoir en sortir. Donc c'est aussi cette petite chose qui caractérise l'hiver que vous verrez vraiment qu'en hiver, la Kotatsu. Sinon le reste de l'année, il fait beaucoup trop chaud au Japon pour la supporter. Et puis c'est quelque chose que vous avez peut-être retrouvé si vous faites certaines locations dans certains hôtels, mais on passe aux locations de machiya, les maisons traditionnelles par exemple, ça peut être dans les placards, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous voyez des couvertures un peu intrigantes, si vous ne connaissez pas déjà. Oui, c'est ça. Faites bien attention à comment le système de chauffage fonctionne. Et puis après, profitez-en bien. Alors en termes de dates, c'est vrai que vous savez maintenant sur Kampai qu'il y a plusieurs calendriers au Japon. Donc il y a beaucoup aussi de dates traditionnelles et particulièrement pour la saison de l'hiver. Donc selon l'ancien calendrier japonais, la 4e saison
annuelle, c'est bien l'hiver, du 7 novembre, comme on le disait tout à l'heure, au 3 février. Et la fête Setsubun marque aussi le début de la nouvelle année suivante. Oui, voilà. Le 3 février, c'est une date importante dans l'ancien calendrier. Donc c'est Setsubun qu'on fête encore aujourd'hui au Japon. On vous en a déjà parlé et on vous en reparlera. Et ça annonce le début de la nouvelle année. Alors évidemment, dans cette période d'hiver, la saison elle est marquée par les illuminations dans les villes, avec beaucoup d'illuminations aussi dans les rues, dans les jardins, dans les parcs d'attractions également. Vous verrez que, comme on le dit à chaque fois, les parcs d'attractions au Japon, ils jouent vraiment le jeu sur la thématique du moment, là on va dire Noël, et la période d'hiver en règle générale. Donc vous allez voir les décos de Noël, les décos du Nouvel An aussi, que vous verrez absolument partout à la sauce japonaise. C'est ça, c'est vraiment une saison où il fait nuit assez tôt, mais cette nuit finalement, elle apporte tout autant d'occasions de visiter, parce que là, on se retrouve à visiter les sites de nuit illuminés, donc les jardins, les parcs, les rues, et c'est vraiment magnifique. Et on a des gros spots, par exemple, parfois de cerisiers qui vont être illuminés de guirlandes roses pour faire semblant comme s'ils étaient encore en fleurs alors qu'on est en plein hiver et qu'il n'y a plus de feuilles. Donc ils ont un sens de la mise en scène, les Japonais, qui est assez développé, et les illuminations, pour tous les amateurs, vous en aurez pour votre argent. Juste un petit point sur Noël, on a un article dédié sur Kanpai où vous pourrez retrouver plein d'informations détaillées. Le 25 décembre au Japon n'est pas un jour férié. Ils ne fêtent pas Noël comme nous en Europe ou en Occident, puisque ce n'est pas un pays d'origine chrétienne. Donc ils fêtent... Ils ont l'esprit de Noël pour tout ce qui est décoration, la chasse au Père Noël, etc. On offre parfois des cadeaux plutôt aux enfants. On offre des cadeaux plutôt aux enfants ou entre amoureux. Et après, le 25 décembre est un jour complètement comme un autre, un jour de travail, un jour d'école. Et ce n'est pas un jour férié. Et donc les illuminations et tout ce qui est décoration, souvent, elles s'arrêtent au 25 décembre ou quelques jours après. Il n'y aura plus rien et on passera à la suite. Et ce qui importe plus les Japonais, c'est plutôt la fin de l'année, Charlie. Oui, juste avant donc de terminer l'année, il y a Osoji qui est le grand ménage de la maison, mais on va dire que c'est aussi un rite qu'on peut retrouver, un rite de purification qu'on peut retrouver au travail, ça va se faire dans les bureaux, dans les entreprises, etc., en plus des ménages. Donc là, on profite de cette fin d'année pour faire ces rites de purification de son chez-soi, de là où on s'élève, là où on travaille. Exactement. Le Nouvel An a une symbolique qui est bien plus forte que Noël pour les Japonais. Et donc, ils vont clôturer l'année de la meilleure façon pour pouvoir ensuite la recommencer sous de bonnes augures. Et pour avoir ces bonnes augures, c'est la trêve du Nouvel An, Shogatsu en japonais. Le pays, lui, va s'arrêter quasiment complètement de travailler du 29 décembre jusqu'au 3 janvier en moyenne. Et c'est aussi une période de fermeture annuelle des musées, des restaurants, d'entreprises. Et il y a pas mal de fêtes familiales, comme par exemple Omisoka, où les familles vont se réunir pour fêter le Nouvel An entre elles. Et le début de l'année, c'est évidemment pour les Japonais le moment de proposer ses meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé à son entourage et à ses amis. Si vous ne le saviez pas, eh bien, le Japon fait partie des pays qui mettent le plus en lumière cette tradition d'écrire des cartes de vœux à ses proches. Et en 2003, même si ça remonte, on peut noter un des records japonais avec 4,4 milliards de cartes de vœux envoyées. Donc cette tradition japonaise que l'on appelle Nengajo illustre bien cela, et c'était un sacré business, Marjorie, au Japon. Oui, les cartes de vœux papier, j'entends, on n'envoie pas des mails, c'est trop impersonnel, mais les cartes de vœux papier, c'est vraiment une tradition qui perdure à chaque grand passage dans l'année, et le Nouvel An en fait partie, et c'est vrai qu'il existe encore cette coutume-là dans certaines familles, dans certaines entreprises ou régions, de prendre le temps d'écrire à chacun, d'envoyer un vœu, etc. Chez nous, on trouve encore des cartes de vœux dans les magasins. Est-ce que tout le monde en envoie encore ? Je ne suis pas sûre. C'est un peu perdu de popularité. Au Japon, ça reste. De toute façon, vous retrouverez, ils ont quand même un amour du papier qui est encore assez présent. Et il existe plein de boutiques de papeterie et qui sont très, très fournies avec des cartes qui changent à chaque saison. Vous avez un choix énorme. Et c'est vrai que même en tant que touriste, ça peut être sympa de faire vos emplettes à ce moment-là pour vous, votre famille ou pour vous-même en fait, pour la décoration de chez vous.
Donc, autre point, Charlie, pour tout ce qui est en fin d'année, en même temps qu'on remercie avec des cartes de vœux, on va aussi faire des espèces d'apéros de fin d'année. Donc, dans les entreprises, c'est un nom que, pour tous ceux qui travaillent au Japon connaissent, c'est les Bonenkai. Donc, ça va être des soirées où on va se souhaiter une bonne fin d'année entre salariés, avec aussi ses patrons, etc. Donc, c'est une tradition. En général, chaque entreprise offre des Bonenkai à ses salariés. Et il y a aussi le pendant qui peut s'effectuer en début d'année, donc la Shinenkai. Donc Shin, c'est pour le côté nouveau en fait. Et donc vous avez la première, on va dire, Bonenkai de l'année qui va s'effectuer aussi au mois de janvier. Donc on a ces deux pendants-là. C'est vrai que c'est aussi pour remercier pour le travail fait par les employés, les salariés. Et c'est un moment convivial que chacun attend en général. Après, faut savoir que c'est des soirées, des fois, c'est comme ce qu'on disait sur le côté des Japonais, ce qui se passe en soirée reste en soirée. Oui, donc là, on assiste. Alors, c'est souvent quand même soit l'un, soit l'autre, soit le Bonenkai, soit le Shinenkai. C'est pas forcément les deux. Et là, attendez-vous à ce que les izakaya soient pleins à craquer, puisque voilà, c'est la tradition un peu partout. Donc, c'est aussi le moment où ils s'en donnent à cœur joie. Voilà, il y a un petit peu de relâchement. Ça reste bon enfant, mais voilà, vous verrez vos collègues sous un autre jour. Il y aurait encore plein d'autres choses à vous dire, mais là, on va dire qu'on va le noter de façon plus anecdotique. Mais il y a la période aussi des étrennes qu'on l'on va donner aux enfants. Il y a une émission célèbre de chant qui est diffusée à la télé depuis 70 ans sur NHK, avec le 31 décembre un concours de chant, le Kohaku. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que vous allez pouvoir qui parsèment en fait cette fin d'année et ce début d'année qui sont très connus au Japon. Il y a aussi beaucoup de premières fois, c'est-à-dire les premières fois de l'année, avec par exemple la première visite au sanctuaire de l'année, Atsumode, comme on le disait en début de podcast, le premier lever du soleil, le premier repas de l'année. Il y a plein de choses qui vont être peut-être un peu plus sacralisées dans le quotidien japonais. Oui, cette période du Nouvel An, elle est vraiment très ritualisée. Il y a plein de choses, il y a plein de termes, ce qu'on vous donne maintenant. C'est des rituels plutôt centrés autour de la famille. On dit merci à ses collègues, merci à ses amis. Après, on va se rassembler en famille. Et ça va pas être un Nouvel An comme chez nous, plus orienté amis, soirée en boîte de nuit ou soirée chez des amis. Là, on va être plus sur quelque chose d'intime et en famille et de spirituel, vu qu'après on fera la première visite au sanctuaire ou au temple, ou alors on ira voir le lever du soleil, soit en haut d'une montagne, soit au bord de la mer. Donc c'est vraiment des choses très très symboliques. Et en dernière chose aussi qu'on peut citer sur tout ce qui est fin d'année, on a aussi les mots de l'année, et le mot de l'année et puis le kanji de l'année qui vont bientôt sortir en décembre. On a des articles à ce sujet sur Kanpai, et dès que vous aurez en fait le classement qui sera sorti, on vous le mettra à jour, on vous le fera diffuser sur les réseaux sociaux, et on verra quel sera le mot de l'année pour 2024. Est-ce que tu as un pronostic ou pas du tout ? Alors les mots de l'année, Charlie, ils sont définis en fonction de l'actualité qui s'est passée. Donc soit c'est lié à des événements sportifs en général, des fois où des grandes stars du sport japonais, ils vont ressortir. C'est les tendances qui ont marqué l'année peut-être. Qui ont marqué l'année, exactement. Ce sont les tendances qui ont marqué l'année. Donc soit c'est sportif, soit ça peut être politique, sociétal, s'il y a eu des gros événements dans la société ou des tendances qui sont ressorties. Et puis ça peut être aussi lié à tout ce qui est événements naturel, s'il y a eu des gros typhons, ou alors le risque de mégaséisme qu'on a eu cette année pour la première fois. Ça peut être comme ça des tendances qui vont ressortir, et on verra quel mot définira l'année 2024. En tout cas, ils ont du choix puisque le Japon n'a pas été ni épargné et a été gâté sur d'autres points de vue. Donc, ils auront du tri à faire pour choisir le bon mot. C'est ça. On attend les votes. Et avant de commencer le cœur même de notre podcast, évidemment, à un moment donné, on arrive en plein hiver, donc ce sera la saison du ski dans les stations des Alpes japonaises qui sont assez connues, dans le Tohoku ou dans l'Hokkaido, avec parfois de la neige aussi qui tombe jusqu'à Tokyo, Kyoto. Alors, pas toutes les années évidemment, mais c'est des choses qui peuvent arriver et donc participer à votre voyage. Oui, si vous avez de la chance. Et en général, après, vous pourrez mitrailler les paysages de Tokyo, Kyoto sous la neige, c'est assez rare. Et après, petit à petit, on va arriver aux prémices du printemps, évidemment, avec le mois de février qui s'annonce un peu plus doux, et puis la suite qui fait que le renouveau de la végétation est en route. C'est ça, on aura déjà des sakuras à voir, suivant les régions, dès le mois de janvier. On en reparlera après, mais des fois ça commence très tôt.
le renouveau de la végétation est en route parfois très tôt, puisque l'archipel a des latitudes qui sont assez importantes. C'est vrai. Entre Okinawa et Hokkaido, il y a quelques kilomètres. Alors tout à l'heure, on parlait des dates de l'ancien calendrier, et pour le calendrier actuel, eh bien, on va considérer les mois à partir de la mi-décembre, on va dire que c'est la fin des Koyo, jusqu'à fin février, voire tout début mars avec le début de la floraison des pruniers. Donc ça, c'est à peu près ce qui englobe la saison de l'hiver sur notre calendrier à nous. Et comme tu le disais, encore un énième rappel, mais sur Kanpai, évidemment, on a plein de rubriques, plein de photos. Donc s'il y a des termes ou s'il y a des choses qui vous intéressent de façon plus précise, n'hésitez pas à vous y référer sur kanpai.fr. Eh bien, je crois qu'avec cette longue introduction, Marjorie, on va pouvoir aborder les sujets en 3 titres de notre podcast. Pour commencer, en première partie, nous verrons les différentes floraisons et les conditions météo en hiver au Japon. Donc ça va bien vous aiguiller sur votre préparation de voyage. Puis en seconde partie, les événements de la saison. Et enfin, les meilleures périodes pour partir, puisque même si c'est une saison, il y a forcément des fenêtres à saisir pour mieux partir. En tout cas, selon ce qu'on veut aussi, soit certains événements, soit avoir moins de monde, etc. Il y a des choses à mettre dans votre logiciel interne d'études de quand partir. C'est ça. Eh bien, en première partie, qui va concerner les différentes floraisons et conditions hivernales, par principe, l'hiver, c'est évidemment pas la période propice pour les floraisons, puisque la végétation est forcément bien plus endormie que d'habitude par le froid et la neige. Et même si c'est pas la meilleure saison pour visiter les jardins japonais, il y a quand même quelques fleurs qui s'épanouissent pendant cette saison et des arbres qui vont être plus vigoureux et qui restent verts, qui seront mis à l'honneur pendant cette période-là. Et vous savez qu'au Japon, comme pour leur gastronomie ou pour leur floraison, ils aiment bien mettre en valeur ce qui existe à un moment T de l'année. Donc on peut citer pour les arbres par exemple les 3 amis de l'hiver, c'est comme ça qu'on les appelle ou qu'on les surnomme, qui sont le pin du Japon, Matsu en japonais, le bambou, Take, et le prunier, Ume. Ces végétaux de bon augure sont regroupés sous l'appellation Shochikubai en japonais, qui littéralement veut dire pin, bambou, prunier, même si c'est pas ce que je viens de vous dire. Parce qu'en fait, Sho, ce sera pour le pin, Chiku, ce sera pour le bambou, et Bai, ce sera pour le prunier. Comme ça, peut-être, si vous partez au Japon, eh bien, vous pouvez savoir dire pin, bambou et prunier. Ce sera peut-être pas ce qui va vous apporter à boire et à manger, mais ça peut être sympa quand même. Si vous faites de l'ikebana, ça peut vous servir. Oui, voilà, par exemple. Et d'ailleurs, le pin et le bambou, ça va évoquer, en termes de symbole, plutôt la vigueur de la vie, car ils restent verdoyants même en hiver, et ils sont tous deux associés à la prospérité aussi dans la culture japonaise. Et donc ça en fait, tu nous parlais d'ikebana, mais ça en fait des ornements traditionnels de choix pour des événements festifs, puisqu'on aime bien aussi créer des compositions, notamment avec le kadomatsu, que l'on place au milieu du seuil des maisons, des boutiques, des restaurants ou alors d'auberges au Japon. Et ça, c'est lié au shintoïsme, Marjorie. Oui, et ça permet de s'attirer les bonnes augures. Et vous en verrez partout à la période de fin d'année et de début d'année, notamment à Tokyo, même dans les grandes villes, même dans des magasins, voilà, des grands magasins ou avec des enseignes qui sont des fois internationales. En général, elles ont leur kadomatsu qui est à l'entrée. Donc, c'est une grande composition avec des bambous qui s'étirent vers le haut. Et vous les verrez, elles sont mises en avant. Il y en a certaines, elles coûtent assez cher parce qu'elles sont assez grosses, donc ils les mettent bien en avant pour s'attirer les bonnes faveurs. D'où l'intérêt de bien connaître aussi cette terminologie de végétaux japonais. Oui, voilà, parce que vous saurez pourquoi vous voyez toujours la même chose devant tous les magasins, en fait. C'est qu'il y a une symbolique derrière qui est très forte. Et un dernier terme d'ailleurs par rapport à ces arbres japonais, peut-être si vous pouvez retenir Yukitsuri, qui est le revêtement de protection en paille, on va dire, des pins, où ça fait une forme de parapluie. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme un petit parasol. Un parapluie, c'est pour que si la neige tombe, en fait, elle ne vienne pas alourdir et donc casser les branches de pin pendant l'hiver. Et ça, en général, c'est mis courant automne. Vous les voyez dans les jardins japonais, c'est tiré et ça fait comme un petit chapiteau au-dessus des pins et notamment des pins les plus âgés, les plus majestueux, où on va essayer en fait de les garder en bonne santé puis qu'on va garder leur forme aussi très travaillée parfois et qui est assez jolie. Donc ça fait aussi, ça habille un peu les jardins japonais quand il y a un peu moins de floraison. Et donc concernant les floraisons à voir en hiver, on vous en a sélectionné quelques-unes, donc les principales, celles qui sont les plus faciles à voir. Alors on va commencer par les camélias, donc tsubaki en japonais, donc c'est comme chez nous, les mêmes camélias qui vont fleurir en hiver. Et alors je vais vous donner quelques destinations assez connues et assez jolies pour les observer. Donc on a à Tokyo le jardin Shinzanso
Teyen, donc, qui se trouve pas loin donc, de l'hôtel éponyme. Et il y a donc une colline aux camélias qui est donc baptisée Tsubaki Yama et qui se recouvre de fleurs de janvier à mars. Plus, vous avez aussi tout le jardin à visiter. Donc, on a une fiche sur Kampai, n'hésitez pas à aller voir. Il y a différentes animations au cours de ce jardin. Il est assez luxueux, il est assez joli à visiter. On a aussi à Matsue Yushien. Donc ça, c'est pareil, c'est un jardin sur la camélia, très joli si vous visitez Matsue, donc du côté de la mer du Japon. On a un temple à Kyoto, le Jonangu, qu'on connaît aussi pour les pruniers, donc un peu plus tard dans la saison, mais qui est aussi très beau avec des camélias sur des mousses. Donc c'est très joli. On a, si on retourne un peu dans Tokyo, enfin dans la préfecture de Tokyo, on a l'île d'Izu-Oshima, qui est très connue pour sa production de camélias. Et donc, elle va le célébrer, en fait, cette spécialité-là, tout l'hiver. Elle a un matsuri important qui se déroule pendant plusieurs semaines en hiver. Et on peut y observer jusqu'à 3 millions de camélias en fleurs. Alors, peut-être pas tous en même temps, mais en tout cas, il y en a quand même pas mal. Donc, c'est l'occasion d'aller visiter les îles d'Izu qui sont au large du Pacifique. Et puis une dernière destination plus rurale, donc c'est vers Tokushima sur l'île de Shikoku. Vous avez le Tsubaki Nature Park, donc ça c'est pareil, c'est un site où vous verrez beaucoup de camélias en fleurs au même endroit. Donc ça c'était pour les camélias. Une autre fleur aussi que l'on retrouve en hiver, ce sont les pivoines d'hiver, donc Fuyu Botan ou Kan Botan. Donc Botan c'est pour le mot pivoine et donc Fuyu associé à l'hiver. Donc c'est une plante, la pivoine, qui a été importée de Chine, qui fleurit habituellement au printemps, que même chez nous on peut la voir au printemps. Et là, cette floraison hivernale, elle est le résultat en fait d'une culture spécifique où la plante a été mise dans une sorte d'hibernation artificielle pendant l'été, pendant le printemps et l'été, pour pas qu'elle avance en croissance. Et elle est en fait, c'est pour ça après elle est remise en terre au moment de l'hiver, et c'est à ce moment-là qu'elle fleurit avec le soleil en fait hivernal. Puis la pivoine, c'est aussi une fleur qu'on voit beaucoup sur les tatouages stylisés japonais, justement. Oui, elle est assez délicate, elle est assez aimée des Japonais pour son côté. Donc on va retrouver des petits jardins dans des enceintes où des pivoines vont être exposées. Après, ça ne sera jamais des grandes plaines ou un paysage grandiose, ça va être par touche qu'on va avoir ça. Donc une des destinations les plus connues pour nous touristes, on va dire, c'est au sanctuaire Ueno Toshogu à Tokyo, donc dans le parc de Ueno. Vous avez le jardin Botan-en qui est ouvert pendant l'hiver au moment de la floraison de ces pivoines. Et donc là, on peut voir en général les fleurs qui sont également abritées d'un parasol en paille, un peu comme les pins. C'est pareil, c'est pour protéger les fleurs et les feuilles d'une tombée de neige éventuelle ou alors du vent. On peut citer aussi à Tokyo les jardins Hamarikyu et Kyushibanrikyu qui hébergent aussi quelques pivoines d'hiver. C'est assez joli, surtout que ce sont des jardins qui sont de toute façon de base très beaux. Et on peut aussi aller à Kamakura. Vous avez le jardin Shinen Botaen au sein du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu. Donc c'est pareil, c'est le grand sanctuaire de Kamakura. Donc on en profite pour visiter la ville et en même temps on voit les pivoines. Et si vous voulez vous rendre dans un temple un peu plus écarté, mais qui est aussi très joli à cette période, vous avez le temple Sekkoji à Katsuragi dans la préfecture de Nara, donc qui est connu pour ses expositions de pivoines d'hiver. Et là, vous êtes un peu plus dans la nature, vous sortez un peu des circuits touristiques connus. Et puis, pour avoir un peu plus une image claire de ce que tu nous expliques, Marjorie, sur le site de Kampai, vous pouvez vous y référer, parce qu'on aime bien aussi mettre en avant, parfois quand on peut, les fleurs du moment. Alors, je ne dis pas qu'à chaque article, il y aura les fleurs d'hiver, ça c'est sûr que non, mais si ça peut vous aiguiller, parce que là, il y a quand même beaucoup de noms de jardins, d'endroits en tout cas à visiter, eh bien, ça peut accompagner votre hiver au Japon, et donc vous renseigner un peu mieux sur le site kampai.fr. Oui, on a fait l'exposition du jardin Botaen à Ueno Toshogu à cette période. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblent les pivoines sous leur petit chapeau de paille, nous l'avons sur cette fiche. Et donc on avance un peu dans l'hiver pour se diriger doucement vers le printemps. Et donc on a les premiers bulbes qui vont fleurir. Et au Japon, on a aussi donc les jonquilles et les narcisses que l'on va baptiser le nom de Suisen. Donc tout ce que vous verrez avec un nom genre Suisen Park, c'est que vous savez qu'à ce moment-là, vous aurez des jonquilles. Donc ça va être plutôt sur des destinations rurales qu'on va retrouver
de ce genre de fleurs. On en a aussi beaucoup au bord de la mer avec la vue sur les falaises et sur l'eau. Donc par contre, pour vous citer quand même quelque chose le plus près de Tokyo, on peut citer le parc Kasai Rinkai qui est dans la baie de Tokyo, qui est non loin en fait du parc Disneyland et qui a des narcisses qui fleurissent en janvier-février. Donc ça, c'est pour être proche de la capitale. Sinon, on peut partir dans la préfecture de Shimane, donc côté mer du Japon, au parc Karaoto Suisen Park. Donc s'il y a une floraison de mi-décembre à fin février, alors en moyenne, je vous donne toujours ça. Et donc là, c'est ce que je vous disais, vous avez en fait la vue avec les falaises en fond. Donc vous avez la mer accidentée, enfin le littoral accidenté et le champ de jonquilles qui va jouxter la mer du Japon. Ensuite, on a l'île d'Awajishima qui est aussi connue pour ses narcisses. Donc, c'est la grande île de la baie d'Osaka que l'on rejoint par Kobe. Il y a un pont, ou par Tokushima depuis l'île de Shikoku, c'est l'autre pont. Donc, sur l'île d'Awaji, on a le champ Nada-Kuroiwa Narcissus Field. Donc, c'est en anglais la fin du mot. Et donc, qui est assez réputé. Il y avait aussi un autre champ qui était donc issu d'une ferme agricole à Tachikawa, mais qui semble définitivement fermé depuis l'année dernière. Pour avoir vérifié sur leur site internet, ils parlaient d'une dernière ouverture en 2024. Donc, je pense que celui-ci est aujourd'hui fermé. Donc à Nagasaki, on a aussi le Suisen no Sato Observatory. Et puis, si on retourne sur l'île principale, à Shimoda, au sud de la péninsule d'Izu, on a un festival qui s'appelle le Tsumekisaki Narcissus Festival et qui se tient au cours du mois de janvier. Donc c'est pareil, à Shimoda, vous aurez aussi des narcisses et des jonquilles au bord de la falaise. C'est vraiment, je pense, l'image d'Épinal avec ses fleurs. Comme quoi, déjà, juste avec ces trois espèces de fleurs, en fait, on a beaucoup de sites que l'on peut voir au Japon et qui sont un peu dédiés à ces plantes-là pour les mettre en valeur. Oui, puis on vous donne vraiment une sélection de sélections. Il y en a plein d'autres. Là, c'est pour vous donner quelques noms avec des photos vraiment sympas à faire. Et puis on arrive aux deux stars de l'hiver. Non, le dernier, c'est quand même plutôt la star du printemps, Marjorie. Mais tu peux nous parler des pruniers, par exemple. Oui, on arrive aux deux premières vraies floraisons, on va dire, connues. Donc les pruniers, ume en japonais. Donc c'est la première floraison printanière qui débute en général courant février jusqu'à début mars. Donc on a un article sur Kampai sur les pruniers. Donc ça s'appelle Première floraison. Prunier japonais, la première floraison. Donc on vous détaille toute l'histoire des pruniers et aussi tous les sites à voir. Il y en a pas mal puisque c'est un peu la première floraison qui était contemplée dans l'Antiquité avant les sakuras. Donc au niveau historique, c'est assez important. Donc on va le retrouver sur beaucoup de sites. Premier site sur lequel on peut vous dire, c'est tous les sanctuaires en fait Tenmangu du Japon. Ils ont des fleurs de prunier à voir puisque ces sanctuaires-là étaient dédiés donc à Michizane et qui était donc un homme de lettres qui adorait cette fleur-là, qui la vénérait. Et donc tous les sites, toutes les enceintes Tenmangu du Japon, elles ont des parcs aux pruniers ou alors elles exposent des bonsaïs de pruniers pour cette saison. Le premier Tenmangu le plus grand que l'on connaît, c'est le Dazaifu de Fukuoka. Donc c'est là où vous verrez le plus de pruniers, mais après vous pouvez aller dans les Tenmangu partout dans les villes proches où vous êtes. On a aussi le jardin, un des grands jardins japonais à Mito, donc Kairakuen, qui est donc connu aussi pour ses pruniers. Donc c'est dans la préfecture d'Ibaraki, au nord-est de Tokyo. On y avait été une année pour sa floraison de pruniers, donc je vous invite à aller voir les photos, elles sont magnifiques. Si on va un peu plus au sud, on a aussi la ville d'Odawara qui est connue pour ses pruniers, notamment ils ont des parcs aux pruniers sur le long à flanc de montagne, etc. Donc Odawara est connu pour ça. On a aussi Atami qui est une destination connue pour les pruniers qui ont tout ce qui est les parcs Beirin. En fait, ça veut dire bosquet de pruniers en japonais. Donc, si vous voyez aussi ces noms-là dans des spots où vous êtes à côté, vous savez qu'il y aura des pruniers en fleurs à voir. Et dernière adresse qu'on peut citer, c'est dans la préfecture de Nara, alors à l'est du centre-ville de Nara, donc pas tout à fait dans le centre-ville historique, mais plus à l'est de la préfecture, pas loin de Mie. Vous avez le parc qui s'appelle Tsukigase Plume Grove, et donc là, il y a à peu près 10 000 pruniers en fleurs, donc c'est assez joli, donc c'est plutôt côté rural, on ne sera pas du tout dans la ville. Mais on aura 10 000 pruniers en fleurs au bord d'une vallée. Et donc les fleurs de prunier, c'est en général blanc ou rouge.
pour vous donner un aperçu. Vous avez du rose également, mais c'est pour vous donner quelques aperçus. Donc si vous n'êtes pas pour les sakuras, si vous n'êtes pas au Japon pour les sakuras et que vous alliez un peu plus tôt, les pruniers, ça vaut quand même pas mal le coup. Après, effectivement, les arbres, ils n'ont pas la même grandeur. En fait, les branches sont plus courtes, les fleurs sont plus petites, mais vous avez ce côté qui est très délicat, qui est assez joli. Oui, on retrouve ce côté délicat des feuilles de prunier, là, pour le coup. Et puis, comme tu nous l'expliques, il y a plein d'endroits où on met en valeur ces arbres-là, et par paquet de 10 000, par exemple, forcément, ça en jette, on va dire. C'est ça. Après, c'est vrai que plus on est proche du pic, mieux c'est. Voilà, vous n'aurez pas... l'arbre, il ne va pas foisonner autant que les cerisiers. Vous allez toujours voir l'écorce. Vous allez toujours voir la branche, en fait, qui tient les fleurs. Mais ça fait partie aussi de la beauté du prunier. Oui, c'est les pruniers qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les estampes, comme on le disait tout à l'heure, ça fait partie des symboles du Japon en hiver. C'est ça. Et enfin, dernière floraison, et là on attaque le printemps dans le dur, on va parler donc des cerisiers, donc les fameuses sakura. Donc il y a des premières floraisons qui commencent dès janvier de cerisiers, et notamment à Okinawa, puisque c'est la première partie du Japon qui va gagner en soleil et en chaleur. Et donc on a une adresse qui est assez connue à Okinawa, à Honto, donc sur l'île principale, c'est les ruines du château de Nakijin. Donc on avait fait une fiche à l'époque, on y avait été hors saison des sakura, mais c'est très joli aussi à toutes les saisons. Donc là vous avez vraiment les premières floraisons de sakura. Et puis vous avez aussi, on peut citer les sakura précoces qui sont vraiment à la mode ces dernières années au Japon et sur les réseaux sociaux, notamment à Kawazu. Donc c'est aussi dans la péninsule d'Izu, donc avec les Kawazu Sakura. Donc c'est les sakura précoces qui fleurissent à partir du mois de février. Les fleurs sont d'un rose soutenu assez vif, qui sont différents des Somei Yoshino, les cerisiers classiques du Japon. Et puis pour citer une autre adresse de cerisier précoce, cette fois-ci on va à Kyoto au sud, donc dans l'arrondissement de Fushimi, avec le long du canal le Yodo Suihiro Waterway, où on a en fait quelques kawazu de sakura qui fleurissent, et aussi on a des cerisiers du Nouvel An. Donc là ils sont pas beaucoup, ils sont quelques-uns, mais qui fleurissent dès la fin janvier et courent en février, et ils sont baptisés du coup Shogatsu de Sakura, donc les cerisiers du Nouvel An. Vous pourrez voir, si vous regardez sur les réseaux sociaux à cette période-là, vous verrez quelques personnes aller prendre ces magnifiques cerisiers en photo. Et on a aussi d'autres espèces de cerisiers précoces que vous pourrez rencontrer si vous les chassez. Ce sont les kan sakura, les kanhi sakura et les okame sakura. Donc c'est pareil, ils ont une couleur rose qui est tout un peu soutenue. Des fois, ils sont en forme de pétales qui descendent vers le bas. Et en fait, ça va être quelques arbres qui vont fleurir soit dans les jardins, soit le long des routes, etc. N'hésitez pas à aller chercher sur Kampai, on a fait plusieurs fiches à ce sujet. Et autre fleur plus insolite peut-être ces dernières années que vous allez pouvoir retrouver chez les fleuristes au Japon, les choux ornementaux qui sont miniatures et sont très appréciés comme fleurs coupées ou comme plantes adaptées à la plantation groupée par exemple dans les jardins de maisons, etc. Oui, dans les jardinières. Un bouquet ainsi composé de choux, et bien en fait ça va ressembler un peu à un bouquet de roses, donc ça peut paraître étonnant, mais vous en verrez peut-être justement sur les vitrines de fleuristes japonais. Oui. Puis en plus, les couleurs sont assez jolies de mémoire, ça tourne entre le violet, un peu le bleu, et puis le vert tendre et le blanc du chou. En fait, vous avez des petites colorations comme ça différentes, ça égaye en fait la saison. Alors c'est vrai que de parler de ces floraisons, plutôt de vous dire seulement qu'évidemment il y a des camélias, des jonquilles, des pivoines, etc. Là Marjorie, tu nous as donné plein aussi de sites à voir, donc on vous conseille d'y retourner, enfin de vous renseigner à ce propos, parce que c'est vraiment ces sites-là qui vont pouvoir aussi égayer votre voyage et vous donner des choses à faire qui peuvent vous motiver à aller dans certaines régions et peut-être sortir un peu des sentiers battus de Tokyo à Kyoto par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on apprécie nous à Kampai, et c'est aussi pour ça qu'on fait des articles sur des jardins, etc., puisque ça va vraiment pimper votre voyage. Oui, on est à la chasse aussi à la météo. Faites bien attention avant d'y aller, de regarder la météo au moment. En général, tous ces sites-là, ils mettent sur leur site officiel un point météo du jour, et vous voyez l'état d'avancement de la floraison, puisque aujourd'hui, un coup de vent, de la pluie, ça peut tout faire tomber.
Donc surtout quand on vous donne des dates, ça, c'est des moyennes approximatives. Si vous réservez un voyage au Japon, essayez de vous donner un peu de flexibilité et regardez jusqu'au dernier moment pour profiter au maximum du site que vous irez voir. Oui, puis les Japonais sont férus de ces images-là, de ces promenades en famille pour aller contempler ces floraisons. Donc eux, ils mettent sur leur site internet plein de choses à disposition. On peut aussi avoir peut-être des sites avec des caméras si vous voulez voir l'état des fleurs ou des arbres. Par exemple pour les pruniers, pour être sûr de ne pas se louper, c'est des choses que vous pouvez faire en amont. Oui, et ne vous inquiétez pas, sur place, en général, il y a toujours un petit food truck ou un stand yatai de nourriture locale et vous contemplerez vos fleurs tout en mangeant une délicieuse brochette de légumes, de viande ou de poisson, enfin n'importe quoi qui vous réchauffera quand vous êtes dehors à cette période. Et maintenant, on va pouvoir clôturer la première partie de ce podcast en parlant justement, Marjorie, de la météo en hiver au Japon. Donc c'est une saison qui, c'est vrai, est de plus en plus courte au regard du réchauffement climatique qui est déjà entamé, avec un automne qui va être retardé et le printemps qui se fait de plus en plus précoce. Oui, d'ailleurs pour cette année, les koyo, alors on a l'habitude de dire qu'ils sont tardifs, cette année ils s'annoncent vraiment tardifs parce que l'été a été particulièrement chaud et particulièrement long au Japon, on vous l'avait déjà dit pour le podcast d'automne, on vous le redit pour le podcast d'hiver, et les dernières dates en fait de prévision des koyo pour 2024 cette année à Tokyo, le pic ça sera le 5 décembre, donc normalement le 5 décembre on est en hiver, mais là on sera encore au pic des koyo. Pour Osaka ils annoncent le 8 décembre et pour Kyoto on est au 16 décembre, donc bientôt on fêtera Noël en regardant les koyo. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais malheureusement parce que c'est pas prévu que ça se passe comme ça normalement puisque la nature est bien faite. Oui, mais le réchauffement climatique moins. Donc c'est vrai que c'est une saison qui va se raccourcir malheureusement et on aura bientôt les cerisiers, il y en a qui fleurissent dès janvier, bon parce qu'on est à Okinawa c'est normal, mais avec les sakuras précoces vous avez déjà des couleurs roses dès février dans pas mal de sites. Faut le rappeler. L'hiver, lui, en général, au Japon, il se caractérise tout de même par un hiver plutôt froid et sec. Et janvier, c'est le mois le plus froid de l'année au Japon, avec des matinées entre 0 et 5 degrés en moyenne, on va dire. Oui. Parce qu'évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, le Japon étant très étendu, on ne peut pas se fixer à des conditions météo pour tout le Japon d'un seul coup, à un seul endroit. Non, ça sera plutôt là dans les grandes villes touristiques. Si vous allez dans les Alpes, au nord, vous aurez forcément plus froid parce qu'il y a de la neige. Et puis si vous êtes vers le littoral pacifique, vous aurez un peu plus chaud parce que vous serez avec le climat océanique. Donc il fera parfois un peu moins froid. Et autre caractéristique au Japon, c'est que le temps d'ensoleillement il va s'avérer assez court, en moyenne 10 heures de soleil par jour seulement, mais ça vous donne un beau ciel bleu sans verre venir et des couchers de soleil vers 17 heures pour bien profiter et être à l'heure. Oui, et après le coucher de soleil, on passe aux illuminations quand on est en période de Noël. Exactement, comme ça on peut en profiter encore plus longtemps. C'est ça, voilà, la journée ne s'arrête pas à 17h, ce qui est quand même pas mal. Et voyager au Japon, c'est aussi l'occasion de parcourir un Japon qui va être multiple même en hiver. On peut passer de la haute montagne enneigée au nord du Japon, voire même avec sa mer de glace tout au nord, avec son nom aux sonorités russes que l'on ne prononcera pas dans ce podcast. Bon, en vrai dire, maintenant que Marjorie, tu as fait la recherche sur ton portable, je vais m'y risquer, mais ce sera forcément un loupé. Donc il s'agit de la mer d'Okhotsk à Hokkaido. Oui, voilà, vous allez dans la ville d'Abashiri, c'est plus facile à dire, et c'est le port où vous avez des croisières sur la mer de glace quand quand l'eau gèle et forme une espèce de banquise de mer qui s'appelle Ryuhyo. Et alors malheureusement elle est de moins en moins épaisse chaque année forcément, mais ça reste un des paysages typiques du Japon pour ceux qui aiment l'archipel blanc sous la neige. Donc comme je le disais, on peut passer de ce paysage-là ou de celui des hautes montagnes à un paysage autant plus ensoleillé avec le littoral subtropical pacifique au sud du Japon, avec soit Okinawa, soit Kyushu par exemple, des endroits beaucoup plus doux avec déjà des premières floraisons printanières à observer. Et donc l'hiver au Japon, il a plusieurs avantages en termes de météo. C'est notamment le moment parfait, idéal pour profiter des bains onsen, Marjorie, avec les stations thermales en montagne dont tu vas nous citer quelques destinations phares. Oui, Charlie, comme Kutsu
Akusatsu à Gunma, Ginzan Onsen et Nyuto Onsen dans le Tohoku, Yonishigawa Onsen à Nikko, et puis également on peut citer le parc aux singes de Jigokudani. Alors là, c'est pas vous qui vous baignerez, on regardera les singes se baigner, ce qu'on avait dit en intro. Donc toutes ces stations thermales, elles battent leur plein à cette saison, donc il peut y avoir du monde aussi bien japonais qu'étranger, mais c'est vrai qu'elles sont magnifiques parce qu'elles sont en général recouvertes de neige et vous profitez de la chaleur volcanique tout en contemplant les paysages et en mangeant un très bon repas. C'est un passe-temps quand on voyage en hiver qui est vraiment très agréable. Et puis ça nous tient à cœur à Kanpai, mais on ne cessera de vous répéter que observer le mont Fuji, c'est quelque chose qui est parfois rare si on veut l'observer, comme sur les belles photos avec le ciel bleu, etc. Puisqu'en fait, même si on a l'impression qu'il fait très beau, enfin il fait très beau sur les photos, mais c'est des photos qui sont quand même souvent plus prises sur la période d'hiver japonais, puisqu'on aura de très bons points de vue sur le mont Fuji avec un ciel très dégagé. Et donc si vous voulez faire cette célèbre photo avec vue sur le lac Ashi à Hakone par exemple, c'est peut-être en hiver qu'il faut y aller et pas l'été, comme on pourrait le croire quand on regarde la couverture d'un livre de chez Kanpai par exemple, le tome, je sais plus, 3, 4, 1 Le tome 1. Oui, l'hiver c'est vraiment la meilleure saison pour voir le mont Fuji de plein de points différents, puisque c'est là où le temps est le plus dégagé. Donc il y a les tours d'observatoire que l'on connaît à Tokyo, on peut aussi citer celle de Chiba, la tour Highlink qu'on avait fait, et vous avez une vue sur le mont Fuji et sur toute la skyline de Tokyo, et comme on est assez loin du côté est, c'est vrai que plus c'est dégagé, mieux c'est, vous avez tout qui va se découper dans le ciel, c'est assez joli, et l'hiver c'est vraiment une belle saison pour observer le mont Fuji. Oui, on en parlait aussi de point de vue depuis Enoshima. Oui. C'est un endroit aussi où on peut observer le mont Fuji, alors que la destination s'y prêterait pas à première vue, mais en fait, si sur la tour d'observation, vous pouvez l'observer joliment d'ailleurs. C'est ça, voilà. Et après, vous avez plein de points le long de la préfecture de Shizuoka, où on peut aussi voir le mont Fuji. Et vous le verrez donc avec son manteau blanc, qui cette année a du mal à arriver, oui, mais qui arrive. On croise les doigts. Mais c'est vrai que du coup, vous avez vraiment l'image iconique de la montagne avec le sommet enneigé, le ciel bleu qui se détache derrière. C'est vraiment joli. Et enfin, la météo japonaise est connue pour nourrir les stations de ski. Avec ces neiges notamment à Niseko, à Hokkaido, Zao Onsen dans la préfecture de Yamagata au nord de Tokyo, ou Hakuba dans les Alpes du Nord vers Nagano. Donc les stations de ski japonaises, moi ça m'avait surpris, mais c'est vrai qu'elles sont assez réputées mondialement. Il y a même un tourisme étranger qui est focalisé à fond sur dévaler les pistes japonaises, parce que ça fait partie des meilleures poudreuses du monde, et apparemment c'est pas des blagues du tout, mais j'ai aucune connaissance là-dedans. Oui, non, c'est vrai que c'est une grosse destination de neige, le Japon. C'est vrai que nous, d'un point de vue européen, on va pas faire autant de kilomètres peut-être pour aller skier, vu qu'on a des montagnes plus proches de chez nous, on a nos propres Alpes, mais c'est vrai que pour en Asie, c'est une destination très réputée. Il ne faut pas oublier que Nagano a accueilli les JO d'hiver il y a cela quelques dizaines d'années maintenant, et parce que ça reste une très très bonne destination pour faire du ski, du snowboard, plein de sports de glisse, de la randonnée, etc., aussi en raquette. Il y a plein de choses, et même pour les enfants aussi, il y a beaucoup d'installations qui sont faites. C'est des sorties que les Japonais font en famille, soit les week-ends, ou soit ils prennent quelques jours de vacances pour aller au ski pendant la saison. Il y a beaucoup de familles qui le font, c'est assez, depuis Tokyo et Kyoto, on va trouver des stations de ski assez rapidement, soit en voiture, soit en train. Mais on peut aller au Japon en hiver et skier. Et si vous ne pouvez pas emporter votre matériel de ski par avion, vous pouvez en louer sur place. Pour notre seconde partie sur l'hiver au Japon, nous allons aborder les événements majeurs de la saison. Donc évidemment, il y a plusieurs jours fériés en janvier et février, pas en décembre depuis le changement d'empereur. D'ailleurs, oui, on peut le noter ça. Oui, avant le 23 décembre était férié parce que c'était le jour de l'anniversaire de l'ancien empereur de l'ère Heisei. Et depuis que Naruhito est arrivé au pouvoir en 2019, le jour férié est le 23 février pour son anniversaire, et c'est couplé avec le jour du mont Fuji. Donc le 2 janvier, on va retrouver les vœux de l'empereur du Japon au palais impérial de Tokyo.
Donc ça, pareil, on en avait parlé l'an dernier, on en reparlera en janvier, à la fois en podcast dédié au mois de janvier, mais aussi en podcast actu, parce qu'il y aura forcément quelque chose à en dire. Le 9 janvier, vous avez Seijin no Hi, donc la fête de la majorité, les 20 ans au Japon. Donc on a un article dédié sur ça, Marjorie, sur Kanpai. Oui, vous pouvez avoir tout le détail de l'historique et le devenir de cette fête. Et on vous cite les jours fériés puisque c'est souvent important à prendre en compte, puisque si vous tombez là-dessus au Japon, soit pour réserver vos logements, pour vous déplacer, etc., ça peut aussi impacter votre voyage de façon positive, voire un peu moins positive parfois pour les transports, mais pour les activités, les choses à voir sur place. Vous pourrez noter d'ailleurs au passage encore 2 autres dates, avec le 11 février, le jour d'anniversaire de la fondation du Japon, et le 23 février, comme tu nous le disais, donc le jour du Mont Fuji, qui est aussi l'anniversaire de l'empereur. Donc vous pourrez lui souhaiter joyeux anniversaire de notre part. Depuis le Mont Fuji. Ouais, non, il est fermé, hein. N'y allez pas. Donc, et on rappelle que pendant cette période d'hivernale, il y a la fermeture annuelle de la majorité des sites s'effectue donc entre le 29 décembre et le 3 janvier. On l'a déjà dit, mais on le répète, c'est vraiment ces quelques jours où vous aurez beaucoup de choses qui vont être fermées. Donc ne pensez pas aller dans les musées à ce moment-là ou dans certains restaurants qui vont prendre des vacances, certains grands magasins, etc. Le pays s'arrête vraiment ces quelques jours pour se retrouver en famille et faire le nouvel an. Et donc on vous conseille de vous mettre au diapason. Et si vous êtes au Japon à ce moment-là, faites des bonnes courses avant. Et puis restez dans votre hébergement si possible, ou alors à l'hôtel si vous avez réservé. Et puis profitez d'un temps off, où vous allez bien manger, bien dormir, vous reposer, vous balader dehors s'il fait beau, au bord de la mer, ou faire une petite randonnée de montagne moyenne sans neige. Mais c'est pas une période où vous allez fréquenter des sites fermés. En général, eux aussi, ils sont fermés. Et donc ça peut être justement un bon moyen de se retrouver, d'avoir vraiment une vraie période off, puisque même les gens sur place seront off. Donc ça peut bien tomber. Exactement. Il y a des fêtes et des événements à ne pas oublier quand on est touriste au Japon à cette période. Tout à l'heure, on parlait, Marjorie, des illuminations nocturnes. Et donc, il y en a tout un paquet. Donc, on va pas évidemment toutes les citer. On pourra vous donner un exemple. Shonan no Hoseki à Enoshima, au sud de Tokyo, jusqu'à mi-février, par exemple, qui propose des illuminations. Oui, c'est très joli. C'est sur l'île et donc ça va jusqu'au jardin Samuel Cooking. On a une fiche sur Kanpai, n'hésitez pas à aller voir. Oui, c'est d'ailleurs d'ici que vous pourrez observer le mont Fuji dont on parlait tout à l'heure. Oui, en journée, du coup, parce qu'il n'est pas illuminé la nuit. Ou alors il y a un problème. Pas encore, je ne sais pas si un jour ils arriveront à ça. Mais... Peut-être pour l'expo universelle d'Osaka, on ne sait pas. Ouais, ou quand il n'y aura plus du tout de neige, ils mettront des guirlandes blanches. En termes d'illumination, on pourra rejoindre aussi le Tokyo Mega Illumination à l'hippodrome Doi, au sud-est de Tokyo, du 2 novembre au 11 janvier 2025. Oui, et si les sakura vous manquent, vous allez pouvoir retourner le long de la rivière Meguro pour voir les Minna no Illumination, donc du 15 novembre au 13 janvier 2025, où en fait ce sont les sakura qui sont recouverts de guirlandes dorées, et vous avez l'impression en fait que les sakura sont déjà en fleurs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et si vous êtes plutôt branché team parc d'attractions, vous avez Yomiuri Land qui, avec son Jewel Illumination du 24 octobre au 6 avril 2025, pourra vous en mettre plein la vue. Oui, et on aura largement dépassé la période du Nouvel An, parce que c'est vraiment jusqu'au mois d'avril 2025. Là, ils mettent le paquet, mais longtemps. C'est ça. En fait, c'est un parc d'attractions donc, au sud de Tokyo, dans la préfecture de Kanagawa de mémoire. Et donc, il est assez vaste et c'est vrai qu'il est réputé pour ses illuminations une bonne partie de l'année. Et puis, vous pourrez vous référer aux articles sur kanpai.fr avec nos articles dédiés à Tokyo et Kyoto à Noël, puisque vu que là, on a quand même pas mal de choses sur le sujet sur le site, le podcast, c'est peut-être pas le média, en tout cas pour aujourd'hui, qui va nous permettre de traiter au mieux de l'hiver. Donc, on va passer à d'autres événements qui vont profiter à votre voyage au Japon en hiver. Oui, et on peut recommencer avec des matsuri, les matsuri traditionnels. Donc on en a un qui est assez joli, qui s'appelle le Chichibuyo Matsuri, qui se déroule du 2 au 3 décembre, donc dans l'ouest de Tokyo, dans la préfecture de Saitama. Et c'est un magnifique matsuri nocturne avec des défilés de chars traditionnels et un grand feu d'artifice à la fin.
Il est très connu des Japonais et maintenant des touristes internationaux. On l'avait fait il y a quelques années, donc je vous recommande d'aller voir nos photos. C'était vraiment un joli moment, c'est très convivial. Alors c'est un petit village à Chichibu dans les montagnes et c'est vrai qu'à ce moment-là, il est assez bondé. Faites attention surtout sur les trains pour revenir à Tokyo si vous faites l'aller-retour, parce que ne prenez pas le dernier train. Enfin, faites attention, vous pourriez rester bloqué parce qu'il y a trop de monde. Après, c'est vraiment sympa comme ambiance. Et c'est que la nuit, donc c'est que en soirée. Et si vous êtes plutôt de l'équipe des radis bouillis, eh bien vous avez le Daikon Sanpoji Matsuri du 9 au 10 décembre. Donc le Daikon, c'est le fameux radis blanc, oui, j'allais dire le radis japonais, mais non. Donc ce radis qui est connu au Japon, qui est un mets particulier. Donc vous avez les radis bouillis qui sont servis à 10 000 personnes à Kyoto. Donc ça peut être aussi très sympa à faire. Donc je rappelle les dates du 9 au 10 décembre. Oui. Après, on peut partir de nouveau à Tokyo, dans la banlieue ouest, à Setagaya, pour Boro-ichi. Donc, c'est un grand et ancien marché aux puces qui se tient depuis 1578. Et il y a 2 éditions qui ont lieu en hiver, les 15 et 16 décembre et les 15 et 16 janvier 2025. Donc ça, c'est si vous aimez les antiquités, les objets traditionnels, fouillés, rendez-vous à Setagaya. Autre événement, la foire Hagoita Hichi du 17 au 19 décembre. Alors là, ça se passe à Sensoji, à Asakusa, à Tokyo. Donc, en fait, c'est le même principe que les râteaux porte-bonheur Kumade, dont on a parlé sur Kampai récemment avec un article. Oui, pour Toro no Ichi. Et on vous remercie d'ailleurs, parce qu'on avait fait un mini quiz et il y a eu un peu plus de 200 réponses dessus, donc ça fait toujours plaisir. On vient ici acheter des raquettes ornementales Hagoita, justement, pour se souhaiter bonne chance pour la nouvelle année à venir, justement. Oui, c'est ça. Si vous avez loupé les Kumade au mois de novembre, vous pouvez avoir les raquettes Haogita au mois de décembre. Elles sont magnifiques aussi. Elles sont à l'effigie de personnages célèbres. Alors, soit c'est des acteurs de kabuki, soit maintenant, ça peut être des personnes, des célébrités de la télévision. D'accord. Voilà. Ils font J-pop ou pas du tout? Parce que sinon, là, ils ont de l'argent à se faire. Il y a peut-être des choses à faire. Mais c'est dans un style traditionnel. Donc, c'est assez... voilà. Ça peut aussi coûter un peu cher. C'est comme les râteaux Kumade. C'est des porte-bonheur qui font un peu mal au portefeuille au début, mais qui sont quand même censés... On voit qu'il y a du travail. Voilà, mais il y a du travail. Et qui sont quand même censés rapporter après. Il y a un retour sur investissement qui est normalement attendu. Qui sont censés vous rapporter beaucoup plus, surtout si vous l'avez fait bénir juste avant. Mais oui, c'est très joli. Vous pourrez en voir des photos sur les réseaux sociaux à cette période de l'année. Après, on peut entamer directement tout début janvier. Donc, on a passé la trêve du Nouvel An et on recommence la période de consommation avec les soldes et les fameux sacs Fukubukuro, qui sont donc en fait une tradition japonaise qui consiste à acheter à l'aveugle des sacs remplis de produits qui ont plus ou moins de grande valeur. Et donc, soit vous avez de la chance et vous payez moins cher ce que vous avez dans votre sac, soit vous avez un peu moins de chance et ce sont des produits qui ne vous auront pas coûté cher. Mais voilà, c'est pour le côté un peu jeu. Donc ça se met en vente dans les grands magasins ou dans certaines boutiques. C'est sous forme de lot. Donc c'est en général pendant la première quinzaine de janvier. Oui, puis ça vous le retrouverez dans les grandes enseignes, notamment Starbucks qui aime bien faire ça. Et comme je disais, c'est le principe, j'achète par exemple pour 10 000 yens de ce sac et peut-être qu'il en vaut 20 000 ou peut-être qu'il en vaut 7 500. Donc ça, ce sera la loterie. C'est ça. Et on avait parlé donc de Tori no Ichi en novembre, donc c'est les fameux jours du coq qui sont fêtés à Tokyo. On a le pendant qui se déroule dans le Kansai au mois de janvier pour le festival Toka Ebisu, donc qui a lieu au sanctuaire Imamiya Ebisu à Osaka. Donc c'est un tout petit sanctuaire qui est vraiment complètement bondé et plein de vitalité pendant ces quelques jours. Et donc on va pareil racheter des râteaux Kumade ou d'autres porte-bonheur. Et c'est un festival très populaire au niveau local. On a après le premier tournoi de sumo de l'année qui arrive au mois de janvier, donc du 8 au 22 janvier à Tokyo. C'est là où vous retrouverez la fameuse arène Kokugikan. Pour revenir à des illuminations, on va pouvoir vous annoncer le Kobe Luminarie qui, du 24 janvier au 2 février 2025, fêtera ses 30 ans. Cette année, oui, exactement. C'est un événement qui est à la mémoire des victimes du grand tremblement de terre qu'il y a eu à Kobe, donc le tremblement de terre de Hanshin Awaji en 1995. Donc ce Kobe Luminarie est là pour commémorer, on va dire, cette date-là, cette triste date. Oui. Et pour information,
il était auparavant lancé au mois de décembre, donc il faisait partie des illuminations de Noël. Et depuis 2024 et la reprise de cet événement post-Covid, ils ont changé en fait leur calendrier et maintenant il est fêté à partir de la deuxième quinzaine de janvier. Et donc cette année, c'est du 24 au 2 février. Mais voilà, c'est une petite chose qui a changé ces derniers temps. Et le nom vous dira sans doute quelque chose, le Setsubun qui sera le 3 février. Donc là, on a un article dédié à cette célébration puisqu'elle se déclare en fait partout au Japon et elle se manifeste par le lancer de haricots. Oui, parmi tant d'autres, la chose la plus populaire, la plus remarquable, c'est le lancer de haricots. Et pour rappel, Setsubun, c'est une fête plutôt populaire, locale. Donc, en plus de ça, vous le comprendrez tout à l'heure, c'est pas une période où il y a beaucoup de touristes étrangers au Japon. Donc, ça peut être très sympa aussi à faire. On annonce par Setsubun et ce lancer de haricots le début des 72 nouvelles saisons à venir au Japon. Et ça va vous permettre aussi, ça permet aux Japonais de faire d'éloigner les démons. En fait, on leur jette des haricots dessus pour faire entrer la chance aussi à l'intérieur des maisons et des foyers. Oui, voilà, tout un ensemble de symboles que tous les Japonais adorent faire en fait. Donc cette fête est beaucoup plus riche que ça, mais c'est vrai que pour le podcast, on ne va pas plus en parler que ça. Donc n'hésitez pas soit à vous référer à nos podcasts, soit à vous renseigner sur le sujet, parce que ça peut être intellectuellement même très intéressant, et puis mieux comprendre, avoir des clés de lecture différentes quand vous serez sur place. Oui, quand vous verrez des petits sachets de haricots, vous comprendrez pourquoi. C'est vrai que si vous n'êtes pas préparé, ça peut faire bizarre. Ouais, c'est ça. On aura aussi le Yuki Matsuri à Sapporo, le premier festival de la neige du Japon, avec des concours de sculptures de glace, de sculptures de neige aussi, donc du 4 au 11 février 2025. Donc ça peut être vraiment hyper impressionnant et très festif aussi pour autant. Oui, et dans les autres festivals de neige qu'on peut citer, on a le Yuki Akari no Michi à Otaru, donc c'est le festival de neige et lumière. Donc là où vous marchez en fait le long du canal à Otaru qui est illuminé en fait de petites lanternes faites dans de la glace et dans de la neige. Donc c'est assez joli, c'est en soirée. Donc c'est du 8 au 15 février. Et on a aussi le Fuyu Matsuri à Asahikawa. Donc c'est une grande ville pas loin de Sapporo. Et là c'est pareil, c'est un peu comme à Sapporo et le Yuki Matsuri. C'est une autre édition de festival de neige à Hokkaido qui est un peu moins bondée parce qu'elle est un peu moins connue internationalement. Donc parfois un peu plus intéressante si vous voulez en fait changer un peu d'atmosphère. Et elle se déroule à peu près à la même période. Cette année, ça sera du 6 au 11 février. Donc si vous voulez vous faire des festivals de la neige, vous partez début février à Hokkaido. Et puis vous pouvez vous faire plusieurs festivals de neige, plusieurs Yuki Matsuri en plusieurs jours. Un événement aussi qu'on trouve très sympa à Kanpai, c'est le Kitano Tenmangu Ume Matsuri, le 25 février. En fait, ça va être une sorte de cérémonie de thé en plein air qui va être dirigée par des apprentis geisha du Hanamachi Kamishi Chicken. Donc il y a aussi le marché aux puces à ce moment-là. Donc le tout fait que ce 25 février, vous allez pouvoir bien vous occuper. Oui, il est très chargé au Kitano Tenmangu le 25 février. Bon, le Ume Matsuri, il va durer un peu plus longtemps puisque c'est pour la floraison des pruniers. Mais ce 25 février-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs animations qui sont vraiment très sympathiques et assez uniques. Donc si vous avez l'occasion de y aller et de pouvoir réserver votre place, on vous le conseille. Et pendant qu'on parle des Ume Matsuri au Japon, celui de Yushima Tenmangu à Ueno est particulièrement remarquable. Oui, il est très sympa, il est dans la capitale, il est du côté de Ueno, alors pas du côté du parc, mais du côté du quartier résidentiel. Donc vous montez un peu sur les collines et vous avez cette petite enceinte qui est relativement calme toute l'année, qui là gagne en ferveur pour le Yushima. Il y a plusieurs... donc vous avez les cerisiers à voir au sein de l'enceinte, au sein du sanctuaire. Vous avez des expositions de bonsaï, de pruniers, et puis vous avez des animations un peu traditionnelles comme du koto ou de la récitation de poèmes, etc. Donc c'est surtout les week-ends, si vous voulez avoir le plus d'animations possible, qu'il faut s'y rendre. Et on clôturera cette seconde partie, comme d'habitude, par la nourriture. Oui, ce que l'on mange en hiver au Japon. Donc, comme on le cessera de vous le répéter, les saisons s'enchaînent aussi au même rythme que les spécialités. Donc, ça peut être des spécialités locales, mais des spécialités de saison. Et on va goûter, par exemple, les fondues japonaises, des sortes de pot-au-feu, des ragoûts d'hiver à base de bouillon, comme différents plats, nabe, shabu-shabu, le sukiyaki encore, dont plein d'autres, des bouillons qui ont énormément de goût.
Oui, voilà. Donc c'est souvent de la viande, des fines lamelles de bœuf qu'on va faire soit cuire dans le bouillon, soit griller, comme le sukiyaki c'est grillé, mélangé avec des légumes de saison, donc des champignons, du chou, des carottes, des pousses de soja, etc. Et puis aussi avec du tofu. On a souvent du tofu ferme qui va être aussi inclus dans ce genre de bouillon. C'est très bon, c'est très roboratif aussi. Mais c'est sain puisque tout est cuit dans du bouillon ou alors légèrement grillé. Et puis on accommode avec de sauce soja, un œuf cru aussi pour tout mélanger. Et si vous avez très faim, c'est aussi le moment de manger les chanko nabe. C'est les fondus pour les sumo. Le plat favori et traditionnel des sumo. Oui, c'est vrai qu'il y a des endroits où justement c'est le but, entre guillemets, marketing, de se dire venez manger comme le sumo, vous pouvez même manger avec des combattants pas très loin de vous. C'est ça. Mais bon, ils mangeront toujours un peu plus que vous. Oui, mais alors préférez du coup l'hiver pour aller goûter ce nabe, parce que l'été, ça vous apportera de l'eau puisque vous mangez du bouillon, mais il sera quand même assez chaud, donc ça ne va pas vous rafraîchir. Autre spécialité du moment, les oden avec des différents aliments comme du poisson, du tofu, du konjac ou d'autres légumes qui vont être mijotés dans un bouillon de dashi. Donc c'est cette fameuse, nous on le retrouve sous forme de poudre, donc c'est du poisson à la base surtout en priorité. C'est de la bonite, ouais. La bonite, exactement. Donc on en trouve à emporter dans les combini par exemple avec les nabemono. Ou au plat tout en un. Oui, voilà, c'est le principe du nabemono. C'est très aussi à la mode, les oden. En général, c'est assez bon, c'est sain. C'est un plat tout en un assez sain à manger et assez rapide. Donc les combini, vous en trouvez. Sinon, vous pouvez aussi trouver des restaurants qui en servent également. Et une des stars du Japon, ça va être le crabe aussi qu'on va retrouver, kani et autres crustacés de saison ou des poissons des eaux froides qui seront mis en valeur, mais ça après ça dépend vraiment des localités, etc. Donc je disais la star parce qu'on en voit souvent à Osaka, etc. sur les devantures en papier mâché, mais ça va vraiment dépendre de la région du Japon dans laquelle vous allez être. Oui, après c'est la saison de pêche, donc c'est là où peut-être il sera un peu moins cher le crabe. Ça reste un mets assez cher, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est pas bon marché le crabe. Mais après, vous pouvez trouver des enseignes qui en font à plus ou moins, suivant votre budget, vous pourrez trouver. Mais c'est vrai que c'est la saison en hiver. Et étonnamment, c'est aussi la saison des fraises au Japon, puisque ce sont des fraises élevées hors sol. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de fraises au Japon. Moi, ça m'a surpris, en brochette, etc., sous plein de formes. Un peu tout le temps, toute l'année, mais particulièrement en hiver. Et vous pourrez goûter le mochi à la fraise et anko. Oui, le Ichigo Daifuku. Et vous pourrez aussi, si vous avez envie, faire de la cueillette de fraises, vu que le mois de janvier s'y prête de mémoire. On y avait été cueillir des fraises dans une ferme, dans une serre, sous la neige. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Et si vous voulez boire une boisson réconfortante l'hiver au Japon, traditionnellement, c'est le Amatsake. Donc c'est du saké sans alcool qui a un goût sucré et qui se consomme chaud. Il est servi parfois dans les fêtes qu'on vous a citées tout à l'heure, donc des fêtes traditionnelles de Shinto ou alors des matsuri, on peut trouver des verres d'Amatsake. Donc c'est tout doux dans la bouche. Troisième et dernière partie de ce podcast dédié à l'hiver au Japon, les meilleures périodes pour partir. Si vous voulez établir votre voyage pendant cette saison, c'est tout trouvé, parce que vous allez avoir ces fameux symboles et images d'Épinal japonais que vous ne pourrez de toute façon pas voir à un autre moment de l'année. Donc c'est la période idéale pour un tourisme peut-être plutôt citadin. Du fait que ce soit aussi, on va y revenir un peu plus en détail, la période de l'année où il y a peut-être le moins de visiteurs au Japon, on peut vous conseiller de profiter de faire les sites les plus incontournables, les spots à touristes entre guillemets, à cette période, puisque vous allez voir que vous allez avoir de la place. Donc ça c'est plutôt très bien. Pour voyager, vous avez donc du début décembre à fin décembre, même si on vous disait tout à l'heure que le début de l'hiver c'était quand même plutôt à partir de la mi-décembre, mais vous pourrez avoir aussi la fin des koyo, donc ça peut être top de conjuguer début de l'hiver et l'observation des koyo à leur effervescence à certains endroits selon où vous vous situez. Oui, si on considère que le mois de décembre est un mois d'hiver, vous verrez des koyo, même si on sera techniquement encore en automne. Donc au mois de décembre, on peut profiter et des koyo dans les grandes villes touristiques et aussi du coup des illuminations de Noël. Vous avez 2 salles, 2 ambiances. En fait, en journée, vous avez les koyo et le soir, vous pouvez regarder les décorations de Noël et vous balader sous les illuminations. Donc ça peut être sympa.
Et vu que l'on vous a dit que le soleil se couchait à peu près vers 17h, ça vous laisse quand même pas mal de temps pour profiter des sites où vous irez de façon illuminée, que ce soit les parcs, les jardins, parcs d'attractions, etc. Donc ça peut vraiment faire de beaux souvenirs, de belles photos. Et en février, c'est vraiment pour Setsubun par exemple qu'on va vous conseiller de partir, d'observer cette fête-là, ou conjuguer aussi avec des destinations de ski et de neige, avec celles qui offrent les premières floraisons printanières dont on vous parlait tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a dit. Le mois de février, c'est vraiment un mois où vous avez le choix entre rester en hiver ou aller vers le printemps. Mais c'est un mois qui est vraiment très sympa. Il y a quelques animations. On peut avoir des belles journées où il fait soleil et donc ça favorise les floraisons. Ou alors, vous pouvez encore skier et aller dans les Alpes, dans les montagnes et bénéficier de paysages enneigés. Et si vous voulez la période où il y a le moins de touristes au Japon, et donc celle où elle est donc du coup la période la moins chère pour se rendre au Japon, nous on dirait que c'est environ du 5 janvier à la mi-fin février. C'est vraiment, on va dire, la période la plus basse en termes de saison touristique. Donc avis à ceux qui veulent maîtriser leur budget et ou qui ne veulent le moins de monde possible sur les sites touristiques. Et en plus de ça, vous pourrez en profiter avec des choses que comme on le dit depuis tout à l'heure, ou que les autres ne verront peut-être pas, avec des sites enneigés, etc. Donc avec le moins de monde possible, c'est encore mieux. C'est ça. Après, on mettra un dernier point d'attention, c'est concernant le Nouvel An chinois. Donc, c'est pas une fête à la base qui est célébrée au Japon, puisque le Japon a adopté le calendrier grégorien, mais c'est une fête qui existe toujours, même qui est célébrée chez nous en Occident, qui existe toujours dans les pays d'Asie qui sont sur l'ancien calendrier. Et donc, le Nouvel An chinois, ça entraîne au niveau notamment du Kansai, et je pense à Kyoto et Osaka en priorité, bon nombre de touristes asiatiques qui vont profiter de ce nouvel an pour se rendre au Japon et aller soit dans les parcs d'attractions, soit dans les stations thermales, soit faire du shopping, etc. Donc il peut y avoir beaucoup de monde à cette période-là et beaucoup de touristes asiatiques, sachez-le. Donc en 2025, le nouvel an, il est le mercredi 29 janvier et donc il faut compter une période à peu près de 10 à 15 jours autour de cette date où les touristes qui vont faire le break vont pouvoir se rendre au Japon. Donc faites attention à cette date-là et suivant où vous êtes au Japon, si vous voyez beaucoup de touristes, ce sera parce que c'est le Nouvel An chinois. Voilà, et on pense surtout au parc d'attractions de Universal Studios Japan, où c'est vraiment une période phare de fréquentation, on l'avait dit dans le podcast dédié. Oui, avec des heures et des heures et des heures d'attente. Voilà, donc peut-être décaler votre visite et pas le 29 janvier pour USJ. Eh bien, ce sera l'heure de conclure ce dernier podcast dédié à une saison entière. C'était un plaisir de vous en faire 4 cette année. On avait déjà fait d'ailleurs un podcast sur les 4 saisons d'un coup. Oui. Et là, cette année, on s'est dit qu'on avait dédié un podcast par saison. Donc là, on en arrive à l'hiver. Et pour l'année suivante, on va vous dédier un podcast par mois. Qu'est-ce qu'il y a à faire en janvier? Qu'est-ce qu'il y a à faire en février? Etc. Donc on pourra apporter aussi plus de détails, parce que c'est vrai que parfois, on énumère un peu les fêtes, les événements, etc., sans trop rentrer dans le détail, parce que ça prendra vraiment du temps. Donc là, on prendra ce temps-là dédié à chaque mois. Voilà, et peut-être qu'on vous aidera, comme ce qu'on a fait dans les articles, à vous dire quoi mettre dans votre valise, particulièrement pendant ce mois-là. Donc merci encore d'avoir écouté ce podcast, merci de le partager, et puis toujours pareil, si vous partez par exemple en hiver au Japon, n'hésitez pas à nous taguer sur vos photos ou vidéos, et on se fera un plaisir si on peut de les republier juste derrière. Par exemple, si vous avez la chance de voir des floraisons ou autres, ou des beaux jardins japonais sous la neige, n'hésitez pas, et notamment celui que tu aimerais voir en photo, Marjorie. Oui, on l'a déjà en photo sur Kanpai, mais c'était une photo d'un de nos guides qui était allé à notre place, mais c'est le pavillon d'or sous la neige. Alors oui, le pavillon d'or, c'est une image d'Épinal que l'on connaît tous, mais sous la neige, c'est tellement rare et c'est très très beau, le côté or et blanc, c'est magnifique. Donc avis aux spécialistes de tout bord. En janvier, il faut aller au Japon en janvier, pour voir mi-janvier, pour avoir maximisé ses chances pour voir des Kyoto sous la neige. Et avant de conclure ce podcast sur cette dernière grande saison au Japon, on vous rappelle que cette année, en fin d'année, nous avons sorti le tome 5 dédié à la ville de Kyoto, donc le guide de la capitale culturelle du Japon, qui est notre tome 5 donc, et on a encore les 4 autres tomes aussi. Donc pour faire les cadeaux de Noël, n'hésitez pas à nous soutenir, parce qu'on ne fait pas
de pub, comme on le dit à chaque fois, mis à part sur notre podcast, et ça permet de soutenir notre travail. On vous remercie chaleureusement pour votre écoute et merci pour vos messages de soutien encore une fois. Merci à toi Marjorie pour le temps accordé à ce podcast et on se retrouve en 2025 pour le prochain podcast Voyage. Merci Charlie, bonne fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.